a été long, sans Formule 1, sans pistonner. Imaginez comment on a pu tenir, mais on est de retour. C'est la grande rentrée des classes en direct sur Twitch et en replay sur YouTube. Si vous nous suivez avec un petit peu de retard, bienvenue, ravi de vous retrouver sur un nouveau plateau, un nouvel écrin, mais toujours les deux meilleurs experts de France pour parler de Formule 1. Monsieur Hamza Ramani d'un côté, monsieur Brice Germain de l'autre. Comment ça va les gars ? Qui commence ? J'envoie la première balle. T'en prie. Service à moi. Écoute, non, ça va. Écoute, je suis très content de pouvoir reparler F1, même si je préférerais que ça roule. Là, ça a roulé à Bahreïn pour les essais, mais bon, c'est toujours un peu opaque. Donc, j'ai hâte que les 5 feux s'allument à Bahreïn la semaine prochaine et que là, on voit vraiment comment vont se dérouler les choses. Comment il va, mon Hamza Ramani ? Il va très très bien. Paraît-il, il y a une équipe qui va faire Brown 2009, donc calme-toi. Très très excité. Et il paraît-il qu'enfin Fernando Alonso a fait le bon choix. Mais ça, on va en parler tout au long de cette émission, les gars. On croise les doigts de ce côté-là de la table. En tout cas, c'est une promesse. Les amis, très rapidement, pour introduire cette heure qu'on va passer, bien sûr, ensemble, un petit point sur les nouveautés. 5e saison des Pistonnés. On a décidé de bouger un petit peu les meubles. Vous l'avez vu, on change aussi également de décor. Nouveau studio pour cette nouvelle saison. Nouveau micro, parce que oui, on lit vos commentaires. Oui, on a compris que vous souhaitiez profiter de cette émission en podcast, donc on a décidé de bouger les meubles. Les podcasts, ça arrivera sans doute dans quelques semaines. On a en tout cas des micros de grande qualité pour avoir un son de grande qualité, parce que c'était une de vos doléances sur cette saison 2023. Ce qui change aussi un petit peu, c'est la programmation, les gars, avec toujours ce partenariat, vous le savez, avec Winamax. On se retrouvera, on aura 4 rendez-vous désormais à chaque week-end de Grand Prix. La preview sur Winamax dans le cadre de Pole Position, ça a commencé d'ailleurs dès hier. On commentera tous les grands prix aussi également de la saison sur Winamax TV, donc soyez bien sûr avec nous. Et puis toujours le rendez-vous du lundi avec le débrief de chaque grand prix, et le mercredi on bouge aussi là encore une fois un petit peu les meubles, le magazine qui sera désormais spécialisé sur un seul et même sujet, parce que on s'était rendu compte que le mieux était l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'à vouloir trop en faire, parfois c'était un peu trop roboratif. Donc vous aurez soit une interview qu'on débriefera en plateau, et vous allez voir, vous verrez tout au long de la saison qu'il y aura des super invités, et sinon toujours le débat du mercredi s'il n'y a pas d'interview. C'est pas mal, les gars. Écoute, moi, je suis absolument partant pour ce programme qui sera plus épuré, on va dire. La bonne nouvelle pour nous tous et pour notre fatigue mentale et physique, c'est que le Grand Prix de Chine n'aura pas lieu. Qu'on aura un mois d'avril tranquille, tu veux dire. Mais tu nous connais. On va se dire, oh, ça n'a pas lieu. Et puis, 10 jours après, on va être là. Dis donc. Le problème, c'est pas la première partie de saison, c'est souvent la seconde. T'as raison. C'est là où ça pique un peu. Ou t'as 4 Grands Prix en septembre, voilà. genre. Et qu'à partir de là, t'es flingué. Ouais, on la connaît. Et puis, pour finir, le grand objectif, on va pas se porter l'œil ni se mettre trop de pression. Ça y est, commence. C'est de sortir un petit peu du studio. Voilà, c'est d'aller un petit peu sur site. On y est allé au Grand Prix de France l'année dernière. Ça avait été l'un des grands climax. Je pense que si tu prends la première émission de la saison 2022, il avait dit la même chose. Ouais, c'est vrai. Attends, moi, si on fait un truc comme 2022, je signe. Hein. Ouais, on était sortis en plus. je pense qu'on est bien sortis, et nos coups de soleil aussi. Hein. Les gars, vous êtes prêts à lancer cette grande saison 2023 ? Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le débrief des essais, mais surtout la grande preview 2023, et on s'intéresse aux poids lourds, aux gros de devant. Qui pour jouer le titre ? Est-ce qu'on aura une lutte à 3 ? On va essayer de répondre à toutes ces questions tout de suite. La grande question 2023, c'est de savoir si on aura une lutte à 3. Mercedes, Red Bull, Ferrari, pourront-ils lutter ensemble ? Est-ce qu'on aura du suspense jusqu'au dernier Grand Prix ? On va essayer déjà de détailler la situation écurie par écurie. Et commençons par le grandissime favori, à savoir Red Bull, champion en titre des constructeurs et pilotes, le back-to-back, on le rappelle, de Max Verstappen en 2022. Et c'est vrai qu'ils ont laissé une grosse impression déjà sur ces premières séances d'essai. Le 19 sur 20, la note, vous allez la retrouver à chacune des fiches, c'est la note qu'on a décidé de leur attribuer concernant la saison 2022. Alors, les essais, les premiers enseignements, encore un pas en avant, on le disait, avec cette voiture un petit peu plus légère qui génère encore un peu moins de traînée en ligne droite, une meilleure vitesse aussi également en virage rapide. C'est peut-être aussi Red Bull, l'équipe qui a les pneus qui se dégradent le moins, ce qui est toujours une très très bonne nouvelle au moment de construire des stratégies. Et surtout, on s'est rendu compte qu'ils avaient d'ores et déjà moins de soucis de fiabilité qu'il y a un an lors des pré-tests de Bahreïn. Et puis un autre enseignement sur lequel j'ai envie de vous interroger, Pérez semble déjà
beaucoup plus en difficulté en tout cas que Max Verstappen. Est-ce que cette voiture est d'ores et déjà plus adaptée à Max? Et surtout, on a vu beaucoup plus de dégradation sur les pneus arrière de Sergio Pérez. Regarde un petit peu les deux citations et je vous laisse réagir juste après. On a Helmut Marko et Max Verstappen qui ont réagi. Helmut Marko qui a déjà mis un tir à Sergio Pérez. Je pense que c'est la meilleure journée d'essai de Red Bull de tous les temps. Les gars, c'est l'optimisme pour le suspense, c'est déjà là. Nous sommes en bien meilleure forme qu'il y a un an. C'est donc un excellent point de départ. Peut-être que la Ferrari peut au moins battre le deuxième pilote Red Bull. Tiens, le petit tir, il est pour Sergio et c'est gratuit. Et puis Max Verstappen qui nous dit cette année, c'est une continuation, mais aussi des choses que nous trouvons et mettons sur la voiture qui sont clairement meilleures. On a déjà d'autres choses dans les tuyaux qui arrivent. Attention, Red Bull, grand favori de cette saison 2023. Difficile de penser autrement après les 3 jours à Bahreïn, les gars. Ça fait une base très saine déjà de base. Oui. La voiture 2022, on est sur une continuité parce qu'il n'y a pas de changement d'air entre 2022 et 2023. Quelques légères variations au niveau de la réglementation. C'est évidemment attendu que Red Bull soit le grand favori. C'est évidemment attendu que Red Bull soit suffisamment performante dès le premier Grand Prix. Oui, forcément, ils sont grandissimes favoris après une saison presque parfaite en 2022. Quand tu prends la manière dont ils ont optimisé le changement d'air en 2022, effectivement, quand ils arrivent à Abu Dhabi en 2022, ils ont un package qui est déjà sain. C'est-à-dire que quand ils se concentrent sur la voiture 2023, ils peuvent se concentrer sur la performance, certes quelques problèmes de fiabilité, mais ils n'ont pas de problème à corriger puisque la monoplace a déjà cogné 15 courses sur les 23 en 2022. Donc à partir de là, la concentration est mise uniquement sur le développement de la performance de la monoplace. Et c'est pour ça aussi que Mercedes, à l'époque, arrivait à sortir des DAS ou des innovations incroyables. C'est qu'ils n'avaient pas de problématique à régler. Et à partir de là, ils gagnent du temps. Et ce temps-là se retrouve sur la performance au moment de pondre la nouvelle voiture. Alors après, il y a toujours cette chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça qu'on a mis 19. Ils ont enfreint le règlement financier. Ils auront moins de soufflerie. Peut-être que durant la saison, on verra un alignement des choses. Mais c'est vrai qu'à Bahreïn, pour le moment, moi, je les sens favoris. Tu l'as dit, c'est vrai que c'est vraiment cette course au développement qui va être vraiment intéressante sur cette année 2, on va dire, de la révolution. On peut s'attendre à avoir une Red Bull qui est bien devant. Les premières estimations, je crois que c'est Automoto Unsport du côté de l'Allemagne qui nous dit 4 dixièmes d'avance sur Ferrari, 6 dixièmes sur Mercedes sur les longs relais. On peut imaginer que cet écart puisse se resserrer peut-être en milieu de saison lorsque Red Bull sera un peu pénalisé par ce développement? Ouais, j'y crois pas trop à partir du moment où dès le premier Grand Prix en l'occurrence, il y aura déjà des innovations ou des modifications. Je pense à Mercedes qui va apporter un nouvel aileron. Après, forcément, quand tu es Red Bull, la marge de progression elle est évidemment moins élevée que quand tu es Ferrari, quand tu es Mercedes, et je veux même pas parler du reste. Donc j'ai envie de croire peut-être qu'à la fin de la saison, on ait 2, 3, 4 voitures qui soient à un niveau très très proche. Selon certains types de circuits, on sait que Bahreïn réussit souvent à Ferrari de par les caractéristiques du circuit. Une bonne vitesse de pointe en plus chez la Ferrari, on en parlera tout à l'heure. On peut penser que Ferrari sera peut-être plus proche de Red Bull à Bahreïn que lors des prochains Grands Prix. Ça, on verra. Mais effectivement, sur l'ensemble, je pense, encore une fois, on n'a pas d'informations, de l'intérieur, mais je pense que Red Bull aujourd'hui est devant. Exactement. Vous l'avez vu, meilleure séance de pré-test, on va dire, de saison de l'histoire. Est-ce que peut-être de la com aussi, de la part d'Helmut? C'est du Marco dans le texte. Pierre Gasly me disait qu'il adorait faire les headlines. Bon, bah là, on a de quoi faire. Ça nous donne du pain à bouffer. Et honnêtement, je pense qu'ils ont eu des plus belles. Je pense que peut-être que 2011, ils doivent arriver, à mon avis, à Barcelone avec un package beaucoup plus sain et serein que ce qu'ils ont là. Donc, je pense pas qu'ils aient une domination comme ils aient eu en 2011 ou en 2012 sur le monde de la Formule 1. Mais à mon avis, ils envoient simplement un gros avertissement aux autres en disant c'était pas un coup d'épée dans l'eau ce qu'on a fait l'année dernière et on a continué de bosser. Et même si vous avez bossé, entre parenthèses,
direction Mercedes, vous êtes toujours en retard à mon sens. Une petite réaction, c'est Stranger qui nous dit en soi, c'est plus en 2024 qu'on verra les effets des pénalités de soufflerie pour Red Bull. C'est pas faux en effet, mais 2024 est loin. Voyons déjà ce qui se passe en 2023. Très rapidement, dernière relance sur Red Bull. La question de Sergio Pérez. Il y a quand même un garçon qui s'appelle Daniel Ricciardo, qui sera plus un pilote influenceur au sein de Red Bull cette saison, qui sera quand même le réserviste en tout cas chez Red Bull. On a vu un Sergio Pérez plus en difficulté en tout cas sur sa voiture. On se rappelle d'une fin de saison 2022 assez houleuse entre Verstappen et Sergio Pérez. Est-ce qu'il est déjà sous pression pour vous, le pilote mexicain ? Il est sous pression à partir du moment où celui qui attend, il s'appelle Daniel Ricciardo. Donc forcément, si tu m'avais parlé d'un Yuki Tsunoda ou un autre, j'aurais pu... Là, effectivement, Sergio Pérez, s'il performe pas très rapidement, on sait que chez Red Bull, on peut avoir cette fâcheuse tendance de prendre des décisions. Alors, je suis pas sûr que Pérez, quoi qu'il arrive, soit menacé pour un changement en cours de saison, quoique. Mais si Pérez n'arrive pas à performer, les décisions pourraient tomber assez rapidement pour la saison 2024. Je pense pas qu'il soit actuellement en danger. À mon sens, c'est simplement la manière d'Helmut Marko de prévenir Sergio Pérez en lui disant « Bon, ton taf, en fait, c'est d'être devant les Ferrari. Si tu ne l'es pas, ça peut commencer à être problématique pour toi. » Je pense que ce qui vise, c'est le titre pilote et le titre constructeur, et que si Sergio Pérez leur fait défaut sur un des deux titres, à partir de là, peu importe la performance qu'a Pérez avec cette Red Bull, ils prendront la décision de changer de pilote. C'est pas forcément directement pour Daniel Ricciardo, mais effectivement, le calibre du pilote essayeur derrière, à savoir un mec qui a gagné pas mal de courses avec Red Bull, qui aime la manière dont cette Red Bull est faite, dont le pilotage correspond davantage à celui de Max Verstappen que Sergio Pérez actuellement, peut-être effectivement que c'est une manière de dire à Sergio, bon écoute, nous on veut pas que tu battes Max, par contre, il est sûr et certain que si Max fait 1, ta place, ça doit être 2. Et pas 3 ni 4. Alors, quelques réactions. Laure qui nous dit la place de Pérez va être extrêmement dure. Il aura l'épée au-dessus de la tête à chaque course. Et puis Filippo qui nous dit toujours favori Red Bull, à mon avis. 4 équipes qui va faire mal à Ferrari et Mercedes. Ça sera Alfa Romeo. On en parlera un petit peu plus tard, bien sûr, de Alfa Romeo. Partons chez les rouges. Les autres rouges, parce qu'Alfa Romeo est rouge et noir cette année, tout comme la Scuderia Ferrari, qui a un tout nouveau patron, notamment, en l'occurrence Frédéric Vasseur, et plus ou moins teasé l'année dernière, je vous le rappelle. Et cette partie de poker menteur un petit peu de Ferrari pendant ces tests du côté de Bahreïn, des progrès, mais ils ont plus de vitesse en ligne droite que l'an dernier, tu l'as dit Hamza tout à l'heure, mais cette voiture est aussi également plus lente que Red Bull, toujours en virage, un petit peu plus proche de Red Bull sur un tour rapide, mais toujours handicapé par cette dégradation des pneus sur les longs relais. Alors il y a eu le souci de moteur sur la voiture de Bottas notamment, qui a mis un petit point d'interrogation sur la fiabilité, et puis ce DRS toujours un petit peu récalcitrant, un faux ou un tox, parce que Leclerc nous a dit qu'il y avait la volonté de ne rien montrer en piste. Il y a la communication aussi de l'intox de Frédéric Vasseur qui ne laisse absolument rien transparaître. Et puis, il y a eu quelques clichés, les gars. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant. Cette grise mine un petit peu de Charles Leclerc qui faisait un petit peu la tronche entre vendredi et samedi. Sans doute peut-être parce qu'ils sont un petit peu moins optimistes ou un petit peu moins en position de force qu'il y a un an, la même année. Regardez encore une fois 2 réactions intéressantes ou pas, parce qu'ils disent pas grand-chose. Surtout Frédéric Vasseur qui nous dit « Nous apprenons encore à connaître la voiture. Il est donc trop tôt pour juger. Le moral de l'équipe est parfait. Nous sommes en pleine forme pour commencer cette longue saison. » Ok, d'accord, c'est de la com. Charles Leclerc qui dit « On a mis la voiture dans différents scénarios et dans différentes configurations pour vérifier que ça correspondait, et c'était le cas. J'ai également essayé de tirer un peu de performance sans tout montrer car ce ne sont que les essais. Le plus important est que la voiture de 2023 semble être meilleure que celle de 2022, même si on en sera certain lorsque tout le monde sera à 100%. » Vous les sentez comment, ces rouges ? Moins bien que l'an dernier en termes de perf. Par rapport à la concurrence, je parle. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est très facile de dire la voiture est mieux que l'an dernier. Heureusement que la voiture est mieux que l'an dernier, en fait. Ça s'appelle le progrès. Mais il faut savoir, par rapport aux autres, si tu as plus progressé que les autres. Et en l'occurrence, je pense qu'on va retrouver le même type d'écart qu'on avait en fin de saison l'année dernière. Je pense que Ferrari n'a pas comblé le retard qu'elle avait en fin de saison sur Red Bull, et qu'elle n'a pas l'avance de conception qu'elle avait au début 2022. Les séances d'essai ont été plutôt bonnes pour Ferrari. On sent qu'ils sont toujours en haut du plateau comme l'année dernière, et que du coup, bah oui, le changement d'air est réussi et que la voiture va dans le bon sens. Pour autant, on n'a pas le même sentiment de domination sur le début qu'on avait l'an dernier. Ni le même optimisme dans les propos, dans les... Après, en même temps, ça ne me dérange pas, dans le sens où l'optimisme qui est paru en mars 2022... Elles n'ont pas pris 40 chevaux cet hiver ? Mais alors ça...
la presse italienne. Et globalement, les presses latines de façon générale, quoi. Enfin, si on commence à écouter, si on commence à croire ce que dit la presse espagnole Latine, sur Alonso, voilà, et si on commence à croire ce que dit la presse italienne sur Ferrari, on va avoir du mal à démêler le vrai du faux. Néanmoins, sur les essais de Ferrari, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire. Frédéric Vasseur le dit à un moment donné, il laisse transparaître quelque chose, il dit « On a réussi à cocher la plupart des cases qu'on voulait cocher ». Moi, je suis désolé, mais quand tu dis la plupart des cases, c'est que tu as encore beaucoup d'inconnus avant l'arrivée à Bahreïn. Pas par rapport aux autres, par rapport à toi-même. Donc, aujourd'hui, ils ont 2 besoins principaux. Un, retrouver la fiabilité. Ça, j'ai pas entendu grand-chose là-dessus, honnêtement, de la part de Ferrari. Et deuxièmement, c'est une meilleure gestion. Iñaki Rueda a été sauté. Grand bonheur. Derrière, il faut voir comment ça va être géré à ce niveau-là. Parce que Ferrari peut faire une bien meilleure saison que l'année dernière, même avec une voiture moins performante. Il faut bien se le dire. Et je pense que si le package n'est pas à la hauteur du package de Red Bull, ce qu'on va attendre de Ferrari, c'est d'assainir sa saison. De l'assainir, à terminer peut-être à 50 points de Red Bull, mais à optimiser les points le plus possible. Et c'est ce qu'on va attendre de Frédéric Vasseur. Je pense qu'on lui pardonnera largement un manque de performance par rapport à Red Bull, parce que Red Bull, semble-t-il, a mieux travaillé que les autres, encore une fois. Mais si la performance est optimisée, à partir de là, on se dira, tiens, Ferrari est sur la bonne voie parce qu'elle a optimisé package, pilote et résultat. 12 pôles la saison dernière. Donc le potentiel de la 14 voiture. d'ailleurs. Hein. Oui, le 14, c'est vrai que le 14, on pourrait penser que la saison de Ferrari elle est catastrophique, mais on prend la progression entre 2021 et 2022. 2022, factuellement, 12 pôles, c'est que tu as la meilleure voiture sur un tour. Et derrière, effectivement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Je pense qu'on en a suffisamment parlé la saison dernière, mais je rejoins totalement Brice. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de réussir avec 100% de la performance à signer 90-95% des résultats grâce au potentiel de ta voiture, en évitant les problèmes de fiabilité, en évitant les erreurs stratégiques, en évitant les problèmes au stand. Exactement. Narcas qui nous dit l'année dernière chez Ferrari, ils avaient plus sous le pied que Red Bull lors des essais, donc attention à eux pour Bahreïn. Et puis Hugario qui nous dit le problème de dégradation des pneus ne semble pas réglé. En effet, sur les longs relais, c'est pas le cas. Pour répondre à Narcas, ils nous ont dit toute la saison qu'ils n'avaient pas lâché le potentiel plein du moteur Ferrari. C'est vrai, ils l'ont même bridé. Hein. Oui, mais alors du coup, en fait, à quoi ça sert d'avoir un moteur Je suis désolé, mais la fiabilité a fait défaut, alors même qu'ils bridaient ce moteur. Et c'était en grande partie en raison des rebonds, parce que les rebonds, du coup, abîmaient beaucoup les pièces. Il y a une écurie qui rebondit encore là aux essais à Bahreïn, c'est Ferrari. Hein. Oui, alors ils l'ont expliqué parce qu'ils sont partis sur des réglages, paraît-il, très extrêmes. Après, comme info ou intox, ça, on le verra. On verra à Bahreïn, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration, les gars, juste sur le niveau de performance de Ferrari pour terminer? Ils avaient arrêté le développement technique, aller passer le cap de la mi-saison de l'année dernière en se disant on se projette sur 2023 pour régler tous ces problèmes et on se rend compte que, 1, les problèmes ne sont pas complètement réglés, on pense à la dégradation, et que 2, le niveau de performance, il semble être en tout cas un petit peu en deçà de celui de Red Bull. On ne sait pas si moi aujourd'hui je suis incapable. Pour ça, j'y semble. Hein. Je suis incapable de te dire si les problèmes sont réglés ou pas, même en termes de dégradation. On a vu ce qui s'est passé à Bahreïn dans des conditions météorologiques particulières, avec des pneumatiques particuliers, avec des configurations aéro particulières. Peut-être qu'avec la bonne configuration, le bon choix pneumatique et la bonne configuration aéro selon les différents types de circuits, on aura peut-être une Ferrari qui aura moins de problèmes de dégradation que ce que l'on pense parce qu'il y a eu ces essais à Bahreïn. Et puis, il y aura des évolutions qui vont arriver très rapidement. Ferrari, c'est Arabie Saoudite ou Australie pour les premières évolutions. La hiérarchie, en tout cas l'écart avec Red Bull, c'est le plus important. Je pense que c'est l'objectif de fin de saison, réduire au maximum, combler cet écart avec Red Bull. Voilà, en tout cas pour la Scuderia Ferrari. Je fais un petit teasing, mais normalement, dans le MAC de la semaine prochaine, on devrait parler sans doute de l'arrivée de Frédéric Vasseur et de ce qu'il pourrait apporter. Hola Chico, qui nous dit toujours aussi pertinent Hamza Ramani. Attends, mais c'est le compte fake d'Hamza en même temps. Hola Chico. Le vrai compte fake d'Hamza, c'est Hola Checo normalement. C'est pas faux. Il est drôle, lui. Il est revenu avec un peu d'humour. Ah, exactement. Cynisme. Il a mangé du clou tout l'hiver. Tout l'hiver, je vous le dis, les amis. La lutte à 3 implique aussi également Mercedes. C'est l'énorme point d'interrogation. Alors,
entre pistonnés, on s'est appelé après la présentation de la Mercedes, on s'est dit oula, ils sont de retour, nos amis. En tout cas, c'était assez impressionnant, même si c'était, on va dire, plus court et plus lisse que Ferrari. Mercedes, c'est quand même un petit peu l'inquiétude après ces essais de Bahreïn, même s'ils ont terminé un petit peu sur une bonne note. Est-ce qu'il y a eu encore des mauvaises surprises? Alors la bonne nouvelle, c'est que cette W14, elle ne marsouine plus, elle ne rebondit plus, ce qui est plutôt intéressant pour eux. Mais beaucoup de problèmes, on l'a vu, notamment sur les vidéos caméra embarquées. Beaucoup de problèmes de sous-virage, beaucoup de problèmes de stabilité. Il semble être, en tout cas, si on entend Toto Wolff, encore loin de Red Bull en performance. Certains, vous allez voir, Toto le dit, qui estiment même qu'ils peuvent être derrière Aston Martin sur le premier Grand Prix à Bahreïn. Est-ce qu'il y a un doute sur la fiabilité? On sait notamment qu'il y a eu des problèmes hydrauliques et cette voiture de Russell qui a dû s'arrêter. Il y a eu cette réunion de crise vendredi soir où on s'est parlé toute la nuit. On a essayé de comprendre un petit peu comment fonctionnait cette voiture et trouver des nouveaux réglages. Et puis, il y a eu du mieux aussi également samedi, toujours preuve de la résilience, force de résilience de cette écurie. Et George Russell nous a dit, il faudra être patient. Il attend, en tout cas, il pense que Mercedes doit pouvoir revenir dans cette lutte à 3 d'ici 2 mois. Parce que vous savez qu'il y aura une pause d'1 mois après le 3e Grand Prix qui se déroulera notamment du côté de l'Australie. Est-ce que Mercedes, pour vous, peut s'inviter justement à cette lutte pour le titre du championnat du monde, ou est-ce que d'ores et déjà, à la fin du mois de février, vous êtes déjà inquiets, les gars? Non, parce qu'il y aura et ça, on peut rebondir sur ce que dit George Russell. Pourquoi 2 mois? Parce que dans 2 mois, c'est l'Azerbaïdjan. Ouais. Et l'Azerbaïdjan, ce sera là où arriveront les grosses évolutions de Mercedes. Alors, j'ai entendu pas mal de choses sur une voiture B, une deuxième voiture qui serait éventuellement prête, ou à titre personnel, j'y crois pas trop. Avec des pontons. Si jamais le concept sans ponton n'est pas bon. Personnellement, j'y crois pas trop parce qu'ils avaient eu l'occasion déjà la saison dernière de lâcher le concept, ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu l'occasion cet hiver de lâcher le concept, ils ne l'ont pas fait. Je vois pas pourquoi est-ce qu'après 1 an et demi, voire 2 ans, ils lâcheraient ce concept. Je pense qu'ils ont pris la décision d'aller à fond sur ce concept de zéro ponton. Mm-hmm. Il y aura des évolutions forcément. Alors là, on verra. Peut-être qu'il y aura des réglages extrêmes, ça, on verra. Mais l'histoire de la voiture B, j'y crois absolument pas. Et puis, c'est aussi une perte de temps par rapport à une saison qui évolue. Et puis, mine de rien, cette configuration, cette réglementation technique, elle a commencé en 2022, 2023, et on va aller jusqu'à 2025. Donc, le temps en même temps passe. Je vois pas Mercedes repartir sur un nouveau projet, une nouvelle voiture. Donc, Azerbaïdjan, première grosse évolution. Paraît-il, déjà, il y a des nouveaux ailerons qui vont arriver. Il y aurait eu du bluff aussi, hein, c'est ce qu'on nous dit. Béa nous dit, ils ont roulé pendant 3 jours avec le même aileron arrière, avec une spec qui n'est pas du tout celle utilisée à Bahreïn normalement. Voilà. Oui, parce qu'à partir du moment où tu fais tes essais à Bahreïn, tu fais tes essais un peu pour toute la saison. C'est pour ça, dommage qu'on ne soit pas à Barcelone, qui est le circuit test par excellence. Après, sur la saison de Mercedes, honnêtement, encore une fois, ils nous l'ont prouvé la saison dernière, ils partaient de tellement loin, c'est aussi pourquoi on a mis, je crois, 13. Ouais. Ils partaient de tellement loin, et au final, sur certaines courses, c'était la meilleure, ou dans les 2 meilleures voitures, ils ont cette faculté de résilience, d'adaptation, et de faire progresser cette équipe très très vite. À mon sens, ils parlent de moins loin que l'année dernière. Oui. Et du coup, je pense que si on en croit leur capacité de travail et de résolution des problèmes, à mon avis, en milieu de saison, ils seront là. Hein. De marsouinage. Mais voilà, par exemple, tout, parce qu'ils étaient obligés de dérégler la voiture pour régler le problème de marsouinage. Parce que Mercedes, ça fait 4 ans qu'ils nous font la même. Sur 2 aspects, et les yeux, j'ai tout donné pour la vanne sur Checo, j'ai pas rien. Les yeux les plus avertis s'en seront rendus compte, mais ils nous font toujours le problème de l'hydraulique en essai. Je rappelle quand même qu'il y a 7 moteurs qu'on lâchait en 2020 aux essais. Ouais, 7 moteurs Mercedes qu'on lâchait aux essais où on était. Spoiler alert, ils ont défoncé la saison. Ouais. Et ils nous font le coup depuis 2021 de la voiture qui n'a pas de stabilité et qui survire et qui sous-vire. C'est un plan. Non mais c'est un plan machiavélique. Je dis pas que c'est un plan. Ça concernerait Fernando Alonso, je te dirais ça. mais en l'occurrence, je pense simplement que dans la manière de concevoir, ça, ils savent le régler. La voiture qui survire et qui sous-vire, au final, début 2021, je vous rappelle comment Bottas galérait avec la voiture, comment Hamilton galérait aussi à Bahreïn, que Verstappen avait failli gagner ce Grand Prix alors que la voiture était moins bonne que la Mercedes à Bahreïn, et au final ils ont réussi à la rendre sur des rails, et on voyait en fin de saison à Jeddah, la Mercedes elle bougeait absolument pas. Donc ça, c'est quelque chose que je les vois régler absolument facilement. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est plus les déclarations de Toto Wolff qui dit
en fait, on n'est pas dans le coup et on a fait une bonne journée. Nos journées sont bonnes, nos programmes se passent bien, on n'a pas de problème et on n'est pas dans le coup. Et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant. C'est parce que, du coup, c'est là que moi, je crois peut-être à la théorie de la voiture B. C'est qu'à mon sens, le concept qu'ils ont essayé de développer en début d'année dernière, là, ils l'ont à peu près optimisé et qu'ils sont toujours 6e derrière. Donc, je pense que s'ils n'ont pas amené de voiture B l'année dernière, c'est parce que justement, le concept n'était pas optimisé, qu'ils avaient des problèmes de marquage à régler, qu'ils avaient des problèmes de sous-virage et de sur-virage, parce qu'elle était inconduisible, cette voiture, et que maintenant qu'elle est à peu près optimisée, ils se rendent compte qu'ils sont quand même derrière certaines équipes et que sûrement, ils ont des solutions à amener autres que certaines équipes qui ne marchent pas à cause de ce concept zéro ponton. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait préparé un plan B parce que justement, si on considère qu'on ne peut plus aller chercher de performance par ce concept-là, effectivement, ce serait une deuxième saison mise à la poubelle. Parce que l'année dernière, on a un gros gap de progression parce qu'on avait beaucoup de problèmes en début de saison. Si aujourd'hui, on considère qu'on n'a plus vraiment beaucoup de problèmes sur cette Mercedes et que du coup, on ne peut plus vraiment la développer, ça veut dire que Mercedes va dégringoler au classement dans la saison si on ne peut plus l'optimiser. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un plan B, surtout si on a le souffle vert, le souffle du bouffon vert derrière la nuque de Mercedes et aussi Alpine qui pourrait remonter parce que je pense que... Oui, et puis As et puis Alfa Romeo aussi, ils peuvent on remonter. Considère... D'accord, t'es de retour, j'adore. On considère que c'est un camouflet la saison 2022 pour Mercedes. Ils sont tombés de très haut. Ils sont trompés, ils sont plantés. Est-ce qu'ils ne pourraient pas encore plus tomber s'ils n'arrivent pas justement à... Parce que si la performance est à l'optimum. Ça serait étonnant de pousser sur le concept. On voit, j'ai vu 2 commentaires. Alka qui nous disait notamment que les questions de survirage et sous-virage auraient été plus ou moins, comment dirais-je, il disait, ils ont été plus ou moins provoqués peut-être pour une question de bluff. Et t'as Z Locatelli qui disait, Mike Elliott a dit qu'il n'y aura pas de voiture B ni de ponton comme Ferrari Red Bull. Il y aura une évolution du concept zéro ponton, mais pas de copiage. Bon, à voir ce qui va se passer. C'est vrai que ça paraîtrait étonnant de mettre une saison comme ça à la poubelle, une deuxième saison. Oui, parce qu'en fait, t'arriverais en fin de saison, du coup, t'arriverais au milieu de la réglementation. Donc, ça veut dire qu'il te resterait 2 ans. Dans ces cas-là, autant même partir sur 2026 et sacrifier 2024, 2025. L'histoire des 2 pontons, j'y crois pas trop, perso. Mais après, la voiture B, pardon. Ouais. J'y crois pas trop. Après, ça peut peut-être arriver, même si manifestement, ce sera pas le cas. Juste pour rappeler quand même que la saison dernière, Mercedes à Imola, Hamilton, il finit à 1 tour de Verstappen. Et à 2 secondes en qualif. Et il termine la saison, comme je le disais tout à l'heure, quasiment à touche-touche avec Ferrari et avec Red Bull. On se rappelle de Brésil, il y a une victoire. Donc, ils partent de beaucoup moins loin et je pense qu'ils auront la capacité de répondre au présent, surtout qu'ils ont en plus un duo de pilotes, là en l'occurrence extrêmement performant. Le niveau du moteur, il y avait ça aussi. Il y avait ce moteur qui n'était pas performant comparé aux autres. Donc, de toute façon, je pense pas que ça puisse être pire que l'année dernière, mais méfiance sur le concept. Si le concept qu'ils ont est si particulier à ses limites, il y a un moment donné où ils ne pourront plus développer. Et je pense que c'est un peu à qui tout double. C'est-à-dire que là, on va les retrouver à 5-6 dixièmes en début de saison, certainement en 3e force du championnat ou 2e, 3e force, à peu près par là. Si à un moment donné, il n'y a plus de capacité de développement, ça peut se casser la gueule. Et pour le coup, il va falloir prendre une décision assez rapidement chez Mercedes et de se rendre compte si oui ou non, on peut aller encore chercher une seconde ou pas avec ce concept. Parce que sinon, en fait, ce sera 2 ans de retard de prix sur le développement des voitures pour cette nouvelle ère. Quelques petites réactions juste pour encore une fois clarifier la situation de Mercedes à une semaine du premier Grand Prix de la saison 2023. Andrew Chauvelin, le directeur technique, qui nous dit « Il est clair que nous avons encore du travail à faire sur le rythme de la W14, mais aujourd'hui, en parlant bien sûr de la journée de samedi, dernière journée de test, nous a donné une image beaucoup plus cohérente de ce sur quoi nous devons concentrer nos efforts. Toto Wolff qui nous dit la voiture est déséquilibrée, il fait chaud et nous n'arrivons pas encore à trouver les bons réglages pour ces conditions. Et puis Lewis Hamilton qui dit nous ne sommes pas tout à fait là où nous voulons être, mais c'est une bonne base pour commencer. Nous ne savons pas où nous en serons la semaine prochaine, mais nous restons positifs et continuons de pousser au maximum. Il pourrait y avoir de l'ajustement de seating notamment en vue du premier Grand Prix. En termes de hiérarchie, de toute façon, ça bouge. Enfin, si ça doit bouger, il n'y aura pas de conclusion à tirer avant l'Azerbaïdjan. Complètement. Pour tout le monde. Exactement, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on sera peut-être un peu frileux en attendant Bakou. Quand tu sais qu'il y a déjà des packages qui arrivent à Bahreïn pour un tiers des écuries.
Il y a rien, même avant l'Europe. Hein. Enfin, je veux dire, même avant Barcelone. Ouais, mais je veux dire, comme il y a une pause d'un mois. Ouais, mais bon, enfin. Mais oui, t'as raison. Mais au final, tu vois, c'est pareil que l'année dernière. L'année dernière, en fait, Ferrari, tu te dis, ils vont être champion du monde, t'arrives à Barcelone, en fait, tu te rends bien compte que la hiérarchie, c'est Red Bull qui va la dominer. Les gars, parlons du grand buzz de ce week-end, de cette fin de semaine, c'est Aston Martin. Aston Martin, le grand buzz, bien sûr, de ces essais de pré-saison du côté de Bahreïn. Est-ce qu'ils peuvent s'inviter à la lutte, justement, avec le Big Three? Ça va être la première voiture dessinée par Dan Fallows, l'ancien concepteur du côté de chez Red Bull, une voiture qui a d'ailleurs été renouvelée à 95%. Est-ce qu'ils seront mieux que Mercedes du côté de Bahreïn? Est-ce qu'ils seront à la lutte avec Ferrari? En tout cas, les premiers enseignements, c'est que cette voiture, elle est stable, elle engendre peu de dégradation de pneus et que son pilote, l'excellent Fernando Alonso, est celui qui a le plus roulé, en tout cas sur les 3 jours de test, 270 tours réalisés. Alors, on a pris justement les différentes réactions de la concurrence, parce que c'est marrant, c'est la concurrence qui est dithyrambique sur Aston Martin. Alors, on a déjà la concurrence, c'est un journaliste de Sky Sport, Ted Kravitz, qui dit, pour moi, Aston Martin est la 3e force et potentiellement même un peu plus proche de Ferrari si on observe les longs runs de Fernando Alonso. Si le Grand Prix de Bahreïn s'était déroulé samedi, on aurait eu Max Verstappen 1, Sergio Perez 2 et 3 Fernando Alonso devant les Ferrari et les Mercedes. Toto Wolff aussi également qui nous dit, selon nos calculs, l'Aston pourrait se retrouver à la 2e place. Alonso et Drugovich se sont montrés très convaincants sur les longs relais. La MR23 avale les bosses comme la RB19, la Red Bull bien évidemment. Et puis bon, cet avis vaut ce qu'il vaut. Pietro Fittipaldi du côté de Haas qui nous dit, Alonso, arrêtez pas de chasser Sainz, les deux avec beaucoup d'essence. Et j'essaye depuis 3 jours de comparer les voitures par rapport à la Haas. Et oui, leur voiture a l'air terriblement compétitive. C'est juste un buzz, c'est juste de l'intox, les gars, où on peut y croire à cette Aston Martin. J'aurais tendance à y croire un peu dans le sens où ils n'ont pas cherché, et j'étais persuadé d'ailleurs que samedi, j'allais avoir une simulation de qualif avec un Fernando Alonso en violet qui signe le meilleur temps total de l'ensemble de ces 3 jours d'essai pour envoyer un message. Ça n'a pas été le cas. On a vu que samedi, ils se sont concentrés effectivement sur les très très longs relais. Et alors, encore une fois, impossible de comparer, mais en termes de chrono, alors déjà, bon, il y a la régularité de Fernando Alonso, mais surtout avec les pneus les plus durs, tu avais les C1, les C2 et les C3. Je crois qu'il n'avait pas testé les C0 ce samedi. Paraît-il, encore une fois, parce qu'encore une fois, on ne peut pas comparer avec la concurrence, mais ça semblait extrêmement compétitif. Donc, est-ce qu'Aston Martin, à Bahreïn, sera capable de réaliser une grosse performance? Peut-être. Est-ce qu'on va sérieusement penser qu'Aston Martin, en tout cas moi, jouer avec le même, sur le même tableau que Red Bull, que Ferrari, que Mercedes sur l'ensemble de la saison? J'aurais tendance quand même à calmer le jeu. Mais en tout cas, sur le premier week-end de course à Bahreïn, je pense qu'il y a une possibilité peut-être de faire une belle surprise. Qu'il y ait une grosse progression d'Aston Martin, ça, je pense que tout le monde y croit. On l'a déjà vu la saison dernière. Hein. Oui, mais c'est aussi pour ça pourquoi la note, je crois, on a mis 12. Parce qu'en début de saison, ils avant Barcelone, il n'y a rien. Ridicule. Ah oui. Barcelone, arrive la nouvelle voiture. En fin de saison, ils se battent avec Alpine. Ils sont devant McLaren en termes de performance pure. Pourquoi Sébastien Vettel n'est pas resté? Il peut peut-être revenir. Non, finalement, on a dit que c'est Drugovich dans la voiture. Et quel line-up Alonso Vettel, purée, ça serait. Et Vettel aurait appelé, c'est les infos, aurait appelé. Tu m'étonnes, paraît-il. Tu m'étonnes. Ça veut dire qu'il a peut-être eu des bons échos de cette AMR23. Ah oui, j'imagine. Mais je sais pas. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup d'emballement. De par le fait d'Alonso, de presse espagnole, du fait qu'on verrait une écurie de fond de grille passer en début de grille. Enfin, Aston Martin, c'est britannique, donc il y a aussi l'emballement à la santé britannique. C'est pas Brown, hein. C'est pas. Et ça peut pas être Brown parce que il n'y a pas de changement d'air. Oui, voilà. Donc il n'y aura pas de voiture qui va coller une seconde au reste de la concurrence. Je pense que ça va nous faire une Racing Point 2020, à mon avis. On va avoir une voiture qui va jouer des podiums de temps à autre. Sergio Perez ramène une victoire en 2020 à Grand Prix de Sakir, si c'est vrai, de bêtises. Saison, ouais. La différence avec 2020, et c'est là que ça peut être intéressant, c'est qu'en 2020, Racing Point, c'est une écurie qui a acheté sa voiture. A acheté sa voiture à Mercedes et à des photographes. Qui travaille chez Mercedes. Oui, il y a eu quelques doubles salaires, quelques doubles fiches de paye, comme nous. Nos copies ont bien fonctionné. Sponsorisé par HP. Là, cette année, ce qui peut différer, c'est que j'ai quand même l'impression que chez Aston Martin, on a recruté des personnes pour développer la voiture. Cette année, depuis quelques années.
Il y a un mec qui avait pas il y a quelques années, il s'appelle Martin Whitmarsh. C'est quand même quelqu'un qui a fait gagner McLaren, qui a fait gagner Lewis Hamilton sur McLaren avec une concurrence féroce de Ferrari, après une domination des années Renault. C'est pas n'importe qui, Martin Whitmarsh. Mike Crack, qui a repris l'écurie, me semble-t-il, a davantage de plans en tête que Otmar Szafnauer, qui lui subissait beaucoup plus, j'ai l'impression, la mainmise de Lawrence Stroll. On le voit dans le docu Netflix. Hein, ouais, j'ai l'impression que le plan étoile noire qui est en train de viser Aston Martin, le plan Anti-Heroes, et le plan en espagnol El Plan, je pense qu'il est pas mal. Après, calmons-nous quand même, dans le sens où tu ne passes pas de 7e du championnat. 7, ils font 7 ou 6. Ouais, 7, 6. Tu passes pas de 7e à premier comme ça, que le retard de développement, il existe, et qu'il y a quand même, à mon avis, encore certainement une bonne seconde entre Red Bull et Aston Martin, que peut-être qu'effectivement, sur des problèmes de stratégie, coucou Féfé, sur des problèmes de performance à Mercedes, peut-être qu'ils pourront choper des podiums, mais calmons-nous. On va voir avant, enfin, on verra à Barcelone, effectivement, si en hiérarchie, ça peut le faire. Après, effectivement, tu as un élément perturbateur qui s'appelle Fernando Alonso et qui peut tirer 120% de la voiture. Mais si la base est saine et qu'ils sont capables, et ils nous l'ont prouvé la saison dernière, de développer cette voiture, forcément, j'aurais tendance à être optimiste, pas seulement pour 2023, mais aussi pour la suite 2024 et 2025. Parce qu'Alonso, c'est quand même loup dans la bergerie. S'il voit un agneau, va les croquer quand même. Et on l'a vu cette saison avec l'Alpine, quand l'Alpine avait un package, la saison dernière, quand l'Alpine avait un package qui était assez performant pour aller choper des bonnes places. Je sais plus, je crois que c'est au Canada où il manque la pole de peu. Il y a beaucoup de qualifs où Alonso, avant le deuxième run de Q3, on se dit la pole pour Fernando ou comment ça se passe, ce qui n'était pas le cas d'Ocon. Donc quand il a un package qui lui convient et qui est performant, il peut donner 130% et aller chercher des choses qui sont inatteignables certainement pour un Lance Stroll ou pour un Felipe Drugovich à l'heure actuelle. Donc la combinaison des deux peut effectivement faire des étincelles et peut-être créer le meilleur résultat d'Aston Martin. Comme quoi, les pistonnés, on a toujours de l'avance sur le monde. On le disait, je me souviens des essais à Barcelone, on en discutait avec Pierrot. 2020 Ouais, 2020, du line-up Aston Martin, Fernando Alonso. C'était le mariage parfait. Bien sûr. Et au final, c'est arrivé avec 2 ans de retard. On verra si ça fonctionnera. T'avais vu juste. C'est vraiment le côté obscur, par contre. Les gars, fin de cette première partie. J'espère que vous êtes déjà régalés avec nous. Pour le grand retour des pistonnés, nouveau plateau, on l'a dit, nouvel habillage, bref, plein de nouvelles choses. On a parlé des poids lourds. On va se concentrer sur Millfield et on va surtout faire un énorme focus dans la suite et la deuxième partie sur Alpine. Alors, restez avec nous.